bonjour à tous. Merci beaucoup à la Société des Amis du Musée de l'Homme de nous permettre de présenter cette petite synthèse sur l'évolution humaine au Levant. Donc en effet, je suis chargée de la présenter au nom de nous quatre, mais pour les nombreuses questions que vous aurez en suivant, nous serons quatre pour vous répondre et il faudra bien ça parce que vous allez voir que c'est assez complexe finalement. Sur ce tout petit territoire que représente ce couloir, ce corridor levantin, et puis finalement, là, sur tout ce qu'on va vous présenter, c'est essentiellement d'Israël dont il sera question. Donc, en gros, c'est un petit peu moins de 500 km de long. Et pourtant, sur ce tout petit territoire, on a énormément de vestiges fossiles et de sites préhistoriques qui ont été mis au jour. Historiquement, on peut dire peut-être un peu dans les années 30, enfin dès les années 1930, avec les travaux de Dorothy Garrod dont on va parler rapidement, jusque dans les années 80, 90, avec les travaux de Bernard van der Merch par exemple, et puis ensuite un peu plus récemment, dans les années plutôt 2010, et là on le doit un peu à l'archéologie préventive, au fait qu'il y a pas mal de travaux d'aménagement du territoire, notamment sur cette agglomération de Tel Aviv par exemple. Et donc, ça met au jour des sites qui, pour certains, sont des sites de plein air. Donc, en fait, c'est intéressant parce que ça vient compléter cette connaissance qu'on avait de sites plutôt en grotte et donc fouillés sur une période un petit peu plus ancienne. Voilà. Ce qui fait que ce territoire levantin a toujours été un hotspot pour la paléanthropologie et je dirais presque d'autant plus maintenant avec ces découvertes un peu récentes qu'on va donc vous présenter puisque nous étions impliqués dans la publication dans ce travail-là sur notamment ce site qui apparaît à l'écran et qui s'appelle Necher Ramla. Donc je vous fais un petit contexte général qu'on a préparé ensemble. Je passerai la parole au géochronologue pour qu'il vous explique assez en détail la façon dont il travaille et les méthodes qu'ils utilisent pour dater les sites, parce que évidemment ça c'est quelque chose, c'est une approche qui est clé et qui est très importante, hein, bien sûr. Vous savez qu'en préhistoire on travaille en pluridisciplinarité, puisque justement on a besoin et du paléontologue et du paléanthropologue et du géochronologue et de bien d'autres encore. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'exprime à plusieurs aujourd'hui, c'est pour vous montrer ces différentes approches, ces multiples facettes qui sont nécessaires dans notre travail. Et là, vous verrez que pour justement placer dans une chronologie assez fine tous ces restes humains découverts dans les différents sites, puisqu'il y a un enjeu de comprendre est-ce qu'on a des ancêtres, des descendants, quelles sont les différentes vagues, on pourrait dire, d'expansion, de diffusion de ces populations, etc. Et bien, il faut être très fin dans le cadre géochronologique, d'où l'importance de ces analyses. Donc, on va commencer par une espèce de petit inventaire, mais très rapide, hein, de ce registre fossile, comme on l'appelle, c'est-à-dire les différents hominines fossiles qui ont été découverts sur ces différents sites. Alors, pour faire une petite synthèse qui est déjà un petit peu complexe, mais vous voyez qu'on a représenté l'échelle de temps, hein, la plus ancienne en bas et puis la plus récente en haut, bien sûr, et puis différentes espèces, donc Homo sapiens, Homo neanderthalensis et ce paléodème de Kezem Necher Ramla dont on va parler un petit peu plus en détail. Donc tout ça pour vous dire que première constatation, sans aller trop loin, première constatation, vous avez différentes lignées, hein, donc différentes espèces qui sont présentes sur ce petit territoire, encore une fois, pas toujours aux mêmes périodes de temps, bien évidemment, sans qu'on puisse vraiment envisager qu'il y ait une alternance stricte, parce qu'il y a des périodes qui se recouvrent quand même. Mais l'idée, c'est que voilà, on a des Homo sapiens assez anciens. Alors le site des Outillés, on l'évoquera à peine parce qu'il est un petit peu compliqué d'un point de vue morphologique. Le spécimen qui apparaît à l'écran, là, ce petit crâne fragmentaire à la base de la diapositive, il est décrit comme pouvant être un des premiers sapiens, mais avec des caractères quand même un petit peu primitifs. Donc finalement, je vous ai laissé le point d'interrogation parce qu'il y a encore beaucoup de discussions là-dessus, de même que sur sa position justement chronologique. Et puis ensuite, donc, on a des Homo sapiens quand même assez anciens, hein, qui vont s'enraciner maintenant à partir de presque 200 000 ans. Ça, c'est une donnée assez récente. Les Homo sapiens de Kavzé et School que vous connaissez, ils ont été découverts de longue date, donc plutôt autour de 90, 120 000 ans, quelque chose comme ça. Et puis une découverte assez récente, donc la calotte crânienne fragmentaire de Manotte, qui elle est datée à 55 000 ans. Donc vous voyez que on
on a des Homo sapiens bien représentés depuis, on va dire, au moins 200 000 ans sur ce territoire. Mais il y a bien sûr des hiatus entre les fossiles de Cavzé et celui de Manotte. On est entre 90 000 et 55 000. Donc, sur cette période de temps, on n'a pas de reste d'Homo sapiens. Donc, il y a quand même des hiatus dans ce registre fossile. Ça, c'est pour les Homo sapiens. Et on a ensuite les Homo neanderthalensis, là, les néandertaliens, qui sont bien représentés avec les fossiles de Hamoud, Kebara, Dédérier ou Chanidar. Donc, ce sont des sites qui ont été, en tout cas pour Hamoud et Kebara, fouillés assez anciennement, qui sont datés autour de 60 000 ans et qui présentent donc des néandertaliens. Donc déjà, vous voyez que sur des périodes de temps assez proches, on peut avoir des Homo sapiens et des néandertaliens quasiment de façon contemporaine. Et on verra aussi un peu plus tard qu'en plus, dans leur comportement technique, ils ont vraiment des points communs. Ils fabriquent finalement à peu près le même type d'outils. Donc, on imagine que les contacts ont dû exister. Et donc, le petit dernier, la nouveauté, si je puis dire, c'est ce qu'on a appelé ce paléodème de Kezem Necher Ramla. Paléodème, c'est parce que les collègues de Tel Aviv, d'Israël, ne voulaient pas trop se positionner sur l'attribution spécifique stricte et veulent laisser la discussion un peu ouverte. Donc c'est comme si on disait paléopopulation, population ancienne, petit groupe, qui a des caractères distinctifs qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire ce sont ni des néandertaliens ni des Homo sapiens. Donc ça nous fait un peu une espèce de troisième lignée, si vous voulez, toujours un peu en parallèle, parce que là on a des fossiles qui sont à 400 000 ans à Kezem et des fossiles qui sont donc autour de 140 120 000 ans à Necher Ramla. Vous voyez que c'est déjà un petit peu complexe, mais on va regarder ensemble un peu chacun de ces sites, et puis on vous élucidera les principes de la datation de ces sites un peu plus tard. Alors, si on commence par la grotte de Kezem, parce que justement, finalement, aujourd'hui, c'est un des sites les plus anciens. Alors, pour cette période de temps, j'allais dire un peu récente, parce qu'on aurait pu parler des sites comme Oubedia, ou Yiron, où on est peut-être autour d'1 million d'années, mais les stratigraphies sont un peu compliquées. Et puis, donc, de toute façon, les hominines les restes humains qui ont été mis au jour sont beaucoup plus primitifs. On n'est pas trop sur la question sapiens, néandertal, avec ces sites très anciens, mais juste pour que vous le sachiez, au Levant, on a aussi des témoignages un peu plus anciens que ceux de Kezem, qui sont autour de 400 000 ans pour les niveaux les plus bas. Donc voilà cette grotte qui a été fouillée justement dans le cadre de fouilles préventives à partir de 2015, qui a livré une stratigraphie donc assez haute et puis qui dans le temps est assez ancienne, entre 400 000 et 200 000 ans, ce qui fait que l'industrie lithique qui est découverte dans ces niveaux, elle appartient plutôt à ce qu'on appelle l'acheléo-yabroudien. C'est-à-dire que sont des comportements techniques qu'on relie assez bien avec ce qui va se passer ensuite. Donc il y a un lien avec les moustériens, avec le paléolithique moyen qui suit. Mais il y a encore une petite composante un petit peu plus antérieure, notamment par la présence de ces bifaces que vous connaissez en Europe dans la culture acheuléenne. Donc c'est une culture un petit peu ancienne qui mélange donc bifaces, mais aussi production de quelques lames, par exemple. Donc ce qui est un comportement plutôt lié aux moustériens. Dans cette grotte, il y a eu énormément de découvertes. Dans certains niveaux, il y a des foyers qui ont été très bien analysés, mis au jour. On voit tout le traitement des carcasses, enfin tout le mode de vie de ces populations anciennes. Et parmi ces vestiges, on trouve donc une série de dents. Il y a 13 dents qui ont été découvertes, 13 dents humaines qui ont été découvertes. 4 sont des dents de lait, des dents déciduales, et 9 sont des dents permanentes, dans 3 niveaux différents. Et donc, ces dents ont fait l'objet de différentes études, la dernière par notre collègue Israël Hershkovitch, publiée en 2016, et qui montre que donc on a un mélange un peu de caractères. Donc sur ces dents, vous savez, les caractères qu'on étudie, ça peut être l'épaisseur des différents tissus dentaires, ça peut être les différentes crêtes que l'on observe, cuspide, morphologie de la racine, du canal radiculaire, etc. Et donc, sur ces différents caractères, il observe qu'on a des caractères qui peuvent être justement assez proches des anciens Homo sapiens, mais également quelques caractères qui peuvent être plutôt attribués à des néandertaliens. Donc, on est sur une combinaison, une petite mosaïque de caractères sapiens néandertaliens, avec une connotation quand même un petit peu primitive pour ces fossiles, entre 400 et 200 000 ans.
Alors voilà le grand site de référence qui s'appelle la grotte de Taboun, qui vous présente une stratigraphie vertigineuse qui fait un peu plus de 20 mètres de haut et qui a été un des premiers sites fouillés donc, en Israël, notamment donc par Dorothy Garrod. Vous avez dit qu'on évoquerait son nom parce que c'est un travail très important qu'elle a mené, un peu pionnier qu'elle a mené là à partir des années 30 dans ce site où elle a vraiment réalisé la fouille presque complète de tous ces niveaux qui, vous voyez, pour les plus anciens, sont datés autour de 400 000 ans. Jusqu'à une période plus récente du paléolithique supérieur, et ce qui fait qu'on a une succession de couches qui a livré donc un matériel, alors notamment des outils lithiques, des assemblages lithiques, dont les caractéristiques sont un peu différentes d'un niveau à l'autre, et ce qui a permis aux préhistoriens de distinguer des façons de faire, des complexes culturels un petit peu différents, qu'on appelle donc l'acheléo-yabroudien, dont on a parlé à l'instant avec Kezem, mais après qu'on va appeler, et là c'est unique, enfin c'est dans l'ensemble du complexe moustérien, on va appeler les types Taboun D, Taboun C ou Taboun B en fonction donc des composantes de ces industries. Ça reste quand même un peu la référence quand dans d'autres sites on trouve des assemblages lithiques, on les compare de façon à rattacher à tel ou tel complexe culturel de la grotte de Taboun. Donc évidemment, c'est un site essentiel par en fait ce remplissage puissant qui permet une lecture du temps depuis 400 000 ans jusqu'au paléolithique supérieur. Donc ça reste une référence. En plus, Dorothy Garrod y avait découvert donc des restes humains. Alors, il y a des soucis sur certains d'entre eux quant au contexte de découverte. Donc, dans le niveau inférieur, le niveau acheléo-yabroudien, justement, qui apparaît ici, la couche E, qui est autour de 400 000 ans, il y a quelques restes humains assez fragmentaires et qui montrent quelques caractères primitifs, mais pas vraiment diagnostiques. Ensuite, c'est dans la couche C, que vous voyez peut-être en rouge là, sur cette représentation, qui a servi donc à définir les industries qu'on appelle de type Taboun C, que vous avez là sous forme de dessin, qui vous montre, vous voyez, en fait, ce débitage centripète et levallois aussi, qui est assez caractéristique de ces niveaux. À l'inverse, par exemple, de ces niveaux de Taboun D, où on va avoir plutôt des pointes, quelques lames, et puis aussi une lame un peu à pointer, un peu particulière. Donc, dans ce niveau de Taboun C, Dorothy Garrod trouve des restes humains. La mandibule que vous avez à l'écran, qui s'appelle Taboun C2, un petit peu sur la partie inférieure de ce niveau, de cette couche C, et le squelette quasiment, enfin, assez bien représenté, puisque là vous avez le crâne, mais on a des éléments du squelette post-crânien qu'on appelle Taboun C1, donc plutôt sur la partie supérieure de ce niveau C. Ce qui fait que justement il y a une ambiguïté sur le fait que ce squelette appartienne vraiment au niveau C ou qu'il provienne de la base du niveau du dessus, c'est-à-dire du niveau B. Alors c'est important parce que vous regardez là par vous-même, ne serait-ce que les deux mandibules que vous pouvez comparer l'une avec l'autre, et vous voyez que la morphologie elle est différente. Le spécimen de Taboun C2, vous voyez que tout de suite, on le voit de profil, on a un petit menton qui apparaît, et ça, c'est quand même assez typique des caractères Homo sapiens, puisque nous tous présents aujourd'hui, nous possédons ce petit menton, et que sur tous les fossiles beaucoup plus anciens qu'Homo sapiens, on a plutôt cette partie antérieure de la mandibule qui fuit vers l'arrière, donc on a une absence de menton, et on a une symphyse, comme on l'appelle, qui est oblique et qui est orientée vers l'arrière. Donc là, vous comparez cette mandibule de Taboun C2 avec son petit menton, avec la mandibule là-haut de Taboun C1, et vous apercevez que le menton n'est pas du tout proéminent. Et donc, on est sans doute sur des morphologies un peu différentes, à tel point que C1 a été attribué à une néandertalienne et C2 a été attribué à un Homo sapiens. Alors, dans le même site, avoir du néandertalien, du sapiens, du coup, c'est évidemment assez intéressant, mais en plus, c'est mieux si vous pouvez les placer stratigraphiquement pour savoir lequel est le plus ancien, évidemment, des deux. Alors, il faut savoir
savoir que pour le site de Taboun, du fait de ces fouilles anciennes, dont le contexte est parfois un petit peu compliqué, on ne peut pas statuer. Donc on va considérer, parce qu'il y a plus de preuves qui vont dans ce sens-là, que ces deux individus viennent tous les deux de la couche C et qui sont datés à peu près, Christophe et Olivier nous confirmeront, mais autour de 160-170 000 ans. Voilà, mais donc du coup, là où on aurait quand même pu avoir un certain indice des modalités en fait de peuplement, à savoir est-ce qu'on a d'abord les sapiens ou les néandertaliens ou l'inverse, eh bien on est limité par le contexte de fouilles. Donc on va considérer que ces individus proviennent du niveau C qui sont datés autour de 160 000 ans. Alors justement, on arrive au site qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. C'est donc un site de plein air, comme je vous le disais, ce qui est donc assez intéressant en termes aussi de comportement, d'occupation du territoire. Et donc ce site de Necher Ramla, qui a fait l'objet de fouilles préventives, a livré lui aussi une stratigraphie assez importante, a livré les vestiges de tout un tas d'occupations par les hommes de ce site, donc des restes animaux, des restes et des assemblages lithiques qui ont été façonnés sur place par ces hommes, et quelques restes humains, donc, dont un pariétal, un os pariétal droit qu'on va regarder ensemble, et puis une mandibule un peu fragmentaire, mais tout de même assez bien conservée, associée donc avec le même type d'industrie que les spécimens qu'on vient de voir à l'instant du niveau C de Taboun, Taboun C1 et C2, donc associés à ce type de production avec débitage levallois. Alors, le voilà ce pariétal. Dominique, justement, on a fait l'étude détaillée à la fois de la face externe, bien sûr, mais aussi de la face interne. C'est ce que vous voyez, ce sont ces réseaux rouges qui apparaissent sur les dessins. C'est le réseau méningé moyen qui, vous le savez, est imprimé sur la face interne du pariétal. Donc, on peut en fait le délimiter et voir s'il est très développé ou pas, s'il y a des petits réseaux secondaires, des petites anastomoses qui se forment entre les branches principales, et puis aussi l'orientation un peu de ces branches. On peut observer tout ça au cours de l'évolution. Ça, justement, c'est le travail de synthèse de Dominique qui vous présente Necher en haut à gauche, le spécimen qui nous intéresse. Mais après, vous avez des néandertaliens comme Gibraltar, La Chapelle-aux-Saints, Spidis, L'Aquina ou Néandertal. Et à l'inverse, vous avez des sapiens avec Predmost 9 et 10. Et voyez par vous-même les grandes différences aussi d'évolution, de changement, en fait, surtout dans la densité de ce réseau méningé moyen, qui est plus importante, bien sûr, chez Homo sapiens, avec une tendance d'ailleurs de ce réseau à être un petit peu plus oblique vers l'arrière, puisqu'il suit la rotation de l'ensemble du crâne, alors que chez les néandertaliens tout en haut, par exemple, vous voyez que le réseau est très pauvre et que les branches sont plutôt orientées un peu verticalement vers le haut. Donc quand on regarde Necher, on est plutôt sur un schéma proche des néandertaliens que de celui des Homo sapiens. Alors de même, si on regarde la mandibule, donc Bénédicte vous le disait en introduction, il y a eu une publication dans Science en 2021, donc vous aurez tout le détail en ligne si ça vous intéresse. Il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été réalisées sur ces restes humains, et sur l'ensemble d'ailleurs, les datations et les industries lithiques associées. Et donc sur cette mandibule, qu'est-ce qu'on observe ? On observe aussi qu'on n'est pas sur de l'Homo sapiens, vous aurez regardé tout seul, là, qu'on n'a pas de menton qui soit saillant, proéminent. En revanche, on a une symphyse qui est assez verticale finalement, elle n'est pas trop basculée vers l'arrière, légèrement. Elle est épaisse. Vous voyez la photo qui est en bas à gauche, qui vous montre en vue supérieure la mandibule. On voit très bien que sur la partie antérieure, la mandibule, la symphyse, donc comme on l'appelle, elle est assez épaisse. Et ça, c'est un caractère un petit peu primitif, qu'on voit plutôt sur les hominines anciens. Et par exemple, si on était sur une mandibule néandertalienne, elle serait dans cette région antérieure un petit peu plus gracile, finalement, un peu plus fine. Et puis, par exemple, derrière la troisième molaire, que vous apercevez cassée là, sur l'arcade, on aurait un espace
un espace qu'on appelle un espace rétromolaire. On dit toujours que les Néandertaliens auraient pu avoir la place, enfin ils avaient la place pour une 4e molaire au fond de la bouche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette face très projetée vers l'avant et que bien évidemment c'est le maxillaire supérieur, c'est l'ensemble de la face qui est projetée et c'est la mâchoire qui suit. Donc l'ensemble de la mâchoire est plus allongé antéro-postérieurement, dégageant l'espace en fond de bouche, si je puis dire. Et de même que, ça s'explique aussi cet espace par le fait que la taille des dents diminue aussi un petit peu. Voilà, donc là aussi, on a un mélange un peu de caractères primitifs, comme l'épaisseur de cette symphyse, et de caractères un petit peu plus dérivés. Si on regarde aussi, vous savez, la position de ce foramen, là, que vous voyez très bien, foramen mentonnier, il est quand même en position un petit peu reculée, et c'est quelque chose qu'on voit maintenu chez les Néandertaliens. Donc là encore, on est sur une combinaison de caractères sans être strictement du néandertalien. Alors voilà un petit peu les analyses qui avaient été publiées qui résument ce que je viens de vous dire. Sur la gauche, c'est une analyse dédiée à l'os pariétal. Vous voyez, le carré rouge, c'est le spécimen de Necher-Ramla. Eh bien, il tombe ce spécimen quand même loin des Homo sapiens. C'est tout le nuage gris qui est sur la droite de l'axe. Et il est quelque part entre les Néandertaliens qui sont en vert et puis des fossiles un petit peu plus primitifs qu'on peut appeler Homo erectus pour ceux de Zhoukoudian en Chine, par exemple, qui sont la tache un petit peu orange sur le bas du graphique en bas à gauche. Donc il est en position un petit peu intermédiaire entre ces primitifs, on pourrait dire, et ces néandertaliens. De même pour la mandibule, ça c'est l'analyse qui est à droite. Vous retrouvez le petit carré rouge de Necher-Ramla qui se trouve du coup, pareil, en intermédiaire parmi finalement, entre les néandertaliens, ce triangle bleu, et puis les néandertaliens plus récents, ou les néandertaliens justement du Levant, c'est le quadrilatère vert qui est juste en dessous. Alors justement, vous allez tout savoir maintenant de la date précise de ce spécimen et de la façon dont on a procédé pour l'obtenir grâce à la présentation de Christophe. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je savais que je devais parler avant Amélie, parce qu'elle a déjà tout dit presque. Bon, sauf sur les méthodes de datation utilisées. Alors, je suis très content, moi, de parler finalement des méthodes de datation appliquées au Proche-Orient, au corridor levantin, comme on peut le dire, parce que les méthodes de datation ont acquis une partie de leur lettre de noblesse, justement en datant ces sites, notamment le site de Cavzé, où on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Mais les datations obtenues, par exemple, sur le site de Cavzé, ont carrément cassé les idées reçues qui présidaient à l'époque. Ça, c'était en 1987. Et la publication dans la revue Nature par notre collègue et amie Hélène Valadas et ses collègues ont permis de bien montrer que les Néandertaliens n'étaient pas les ancêtres des hommes modernes, puisque sur des sites qui ont donné à la fois des Néandertaliens et des hommes modernes, on avait des âges identiques ou contemporains. Et donc ça, c'est quand même une nouvelle très importante qui a permis donc aux méthodes de datation d'être un petit peu plus crédibles, je dirais. Alors, pour revenir au site de Necher-Ramla, moi, la première fois que j'y suis allé, c'était en 2010, d'ailleurs. C'est un site qui est à côté de la plus grande carrière d'extraction de calcaire du Proche-Orient. Et par conséquent, pour faire des fouilles de sauvetage, ils n'ont eu aucun problème, nos collègues, d'argent. Faut bien le dire. Ça, les carriers ont largement financé en leur disant « maintenant, vous avez un temps compté pour tout fouiller ». Donc, c'est un site qui fonctionne un petit peu comme un évier et dans lequel des couches se sont accumulées, plus ou moins horizontales, et sur une épaisseur d'environ 8 mètres. Et le site a été fouillé sur 50-70 mètres carrés.
et plusieurs couches archéologiques ont été trouvées, et dans lesquelles, notamment, l'unité 6, à la base, des restes humains ont été trouvés. Alors, plusieurs méthodes de datation ont été appliquées. Plusieurs méthodes de datation ont été appliquées parce que c'est plus facile de croire à des âges obtenus par des méthodes différentes sur des supports différents pour avoir une meilleure reliabilité, robustesse, confiance. Voilà, merci Amélie. Donc, la première méthode, c'est la datation par optoluminescence. Alors, les méthodes de la luminescence sont des méthodes qui ont été trouvées il y a assez longtemps et qui ont été mises en application dans le cours des années 70 à peu près. Alors, bon, je ne vais pas trop insister sur les détails. Il faut savoir que cette méthode peut s'appliquer sur des sédiments, et notamment qui contiennent des quartz ou des grains de feldspath, et qu'elle peut s'appliquer sur une petite population de grains ou carrément sur des grains individuels, ce qu'on appelle le single grain, grain individuel, ou une petite population de grains multigrains. Alors, les âges obtenus par les grains individuels croissent avec l'altitude des couches, et on s'aperçoit que les multigrains donnent des âges un petit peu plus anciens. Donc, avec une même méthode, on obtient déjà des âges un petit peu différents. Donc, on va voir par la suite comment essayer de comprendre, parce qu'en général, c'est toujours plus facile de comprendre pourquoi ça ne marche pas plutôt que de comprendre pourquoi ça marche. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, les deux méthodes ont donné des âges donc un petit peu différents, et tout ça repose sur des procédés et des processus un petit peu complexes qui sont liés à ce qu'on appelle la dosimétrie, c'est-à-dire la mesure de la radioactivité naturelle dans les sédiments qui contiennent ces grains. Et les grains de quartz ou de feldspath, qui sont tout petits, qui font 1/10 de millimètre, c'est tout petit, par conséquent, peuvent subir des radiations à leur échelle qui nous empêchent d'avoir des âges forcément cohérents entre les deux méthodes. Alors, la deuxième méthode, c'est la datation par thermoluminescence. Alors, c'est la même chose que la première méthode, sauf que pour lire des signaux, on n'utilise pas tout à fait la même source. Pour l'OSL, on utilise des rayonnements lumineux, alors que pour la thermoluminescence, on chauffe les éléments qui vont émettre des rayonnements, que l'on va ensuite interpréter en termes d'âge. Alors, la datation de silex chauffé, c'est très important parce qu'avant, on a daté des quartz et des feldspath qui viennent de couches. Là, on va dater des silex chauffés, donc, qui sont tout à fait contemporains de la présence des hommes, puisque ce sont ces mêmes hommes qui apparemment les ont chauffés, les ont utilisés et les ont chauffés pour les utiliser. Par conséquent, c'est très important de pouvoir dater ces silex, ces fameux silex chauffés. Alors, là aussi, on représente toujours en ordonnée la séquence stratigraphique, l'épaisseur stratigraphique avec les différentes couches, et là sont représentés les âges obtenus sur les silex chauffés en gris, moi je vois du gris, et puis comparés aux âges obtenus sur les minéraux datés par OSL. Et merci.
Alors, j'ai marché sur quelque chose. Ah, c'est Fabien qui me fait une blague. Voilà, donc les âges obtenus par les différents silex chauffés, je crois que, voilà, vont donner des âges un petit peu plus récents que ceux qui étaient obtenus sur les minéraux par OSL. Et donc, dans ces cas-là, il va falloir expliquer les âges un petit peu plus vieux. Alors, pour l'instant, on ne sait pas qui a tort, qui a raison, bien qu'on ait une petite idée quand même sur les âges OSL qui peuvent présenter plus de difficultés d'interprétation. Alors, ces âges obtenus sur les silex chauffés ont été analysés principalement sur 2 couches archéologiques, la couche 2 et 3, et puis la couche 5. Et je rappelle que les restes humains proviennent de la couche qui est en dessous, la couche 6. Alors, pour conforter les résultats obtenus, les silex chauffés, qui proviennent d'une même couche, ont fait l'objet d'un âge moyen qui donne 128 000 ans, plus ou moins 4 000 ans, et d'un âge isochrone, c'est-à-dire qui est indépendant de la dose externe qui posait justement des problèmes pour l'OSL, et un âge isochrone a été obtenu de 135 000 ans. Donc vous voyez que là, on a un accord autour de 130 000 ans pour ces silex chauffés obtenus sur la couche 5, qui est juste au-dessus des restes humains et qui va donc donner un âge minimum. Alors ensuite, on a eu la chance d'avoir des dents d'herbivores que l'on a pu analyser en combinant 2 types de méthodes. Alors la résonance de spin électronique, alors c'est un peu pompeux, combinée avec une autre méthode de référence, celle-ci, qui s'appelle les séries de l'uranium, et qui va permettre donc d'obtenir des âges sur des dents d'herbivores qui forcément ont été rapportés par les hommes qui vraisemblablement les ont consommés. Donc là aussi, on va dater la contemporanéité de l'occupation humaine. Alors, les petits carrés, ce sont les silex chauffés. Les petits cercles, ce sont les dents qui ont été prélevées dans l'unité 3, dans l'unité 5 et en vert dans l'unité 6, alors que pour les silex, on n'avait pas de silex chauffé dans l'unité 6. Donc, les 3 dents en vert obtenues vont présenter un intérêt particulier pour la datation de ces restes humains. Et on s'aperçoit donc que si on fait des âges moyens, c'est-à-dire sur une même couche, on va calculer les âges des différentes dents et on va en faire une moyenne, on obtient également, pour ces dents, un âge de 122 plus ou moins 3000 ans, qui est tout à fait en accord avec les âges obtenus sur les silex chauffés, et sur la couche 6, qui contient les restes humains, un âge moyen, sur les 3 dents analysées, de 126 plus ou moins 6000 ans. Donc là, on obtenait tout un ensemble de dates compris entre 120 et 140 000 ans. On est à un moment donné ici où on est en période chaude et tempérée, enfin tempérée et humide, où le niveau des mers est au plus haut. Et par conséquent, c'est très important donc d'avoir une idée de la période au cours de laquelle ces hommes ont vécu, et grâce à la combinaison des âges obtenus par différentes méthodes. Alors, pour terminer, une méthode très originale qui a été mise au point dans le cadre d'une thèse d'une étudiante de l'Université de Bordeaux. Cette étudiante, en collaboration avec l'Université de Pau,
à combiner l'analyse par spectrométrie de masse utilisant les séries de l'uranium et à combiner cette méthode avec un laser, un rayonnement laser dit femtoseconde, c'est-à-dire qu'entre deux impulsions du rayonnement laser, il y a 10-15 secondes. Bon, on ne se rend pas compte, hein, c'est normal. Mais ça permet d'avoir... C'est un peu comme la roulette du dentiste. Hein. Il y a 40 ans, la roulette, elle tournait à 5000 tours seconde, on le sentait. Maintenant, elle tourne à 300 000 tours seconde. Vous voyez, c'est un petit peu pareil. On progresse dans le domaine des méthodes. Eh bien là, ce laser, il va se promener sur les restes humains. Les paléanthropologues n'aiment pas du tout ça, hein, je peux vous le dire. Mais il va, grâce à ce temps très court, il va donc enlever un tout petit peu de matière et de façon extrêmement précise. Et grâce à ce procédé, on va pouvoir établir des cartes isotopiques, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Alors, en haut, vous voyez la carte isotopique faite donc sur la dent. Il y a un petit carré en haut qui représente le carré de cette cartographie, où on voit en blanc et en bleu les teneurs en uranium de très basses, et puis qui augmentent avec le rouge et le jaune. Donc, dans l'émail, on a une teneur en uranium qui est petite et qui va augmenter dans les autres tissus des dents, dentine, sément, etc. Et pour la première fois, on va avoir une carte isotopique du thorium-230 qui va permettre d'obtenir des âges directement. Et ça, c'est l'ouverture sur une nouvelle ère de datation, on peut le dire carrément. Même si pour l'instant les âges ne sont pas très précis, je pense que dans 10 ans, on reparlera de ces méthodes. Voilà. Alors, j'en ai terminé. Juste pour vous dire, pour remettre dans le contexte des restes humains dont a parlé Amélie tout à l'heure, on s'aperçoit que Necher, Ramla, sur la gauche, là, avec tout le potentiel de datation exprimé ici, se situe donc de façon plus ou moins contemporaine avec le site de Skull, de Kavzé également, un petit peu plus ancien que Kavzé, et plus récent que les plus anciens restes d'Homo sapiens découverts à Misliya, un autre site du mont Carmel, au nord d'Israël, près de la ville de Haïfa, qui a livré quasiment tous ces sites, la plupart de ces sites, à l'exception de Necher, qui, lui, est à Tel Aviv. Voilà, je crois que j'ai fini, moi. Hein. Voilà, je vais repasser la parole à... Merci beaucoup pour cette présentation détaillée et puis pour la transition, puisqu'on va continuer à remonter donc notre registre fossile, à parcourir ces différents sites à Néandertaliens et à Homo sapiens. Et donc nous voici ici avec une synthèse sur les Homo sapiens et sur la gauche donc le site que vient d'évoquer Christophe, le site de Misliya, la grotte de Misliya, qui il y a quelques années a livré entre autres, mais pour les restes humains uniquement, ce petit fragment de maxillaire. Vous voyez une reconstitution 3D ici par image miroir d'un maxillaire un petit peu plus complet. Et qui est attribué à un Homo sapiens, alors un peu ancien, hein, puisqu'on est autour de 200 000 ans, mais en tout cas absolument pas un néandertalien, parce que sur, par exemple, les proportions des dents entre les dents antérieures et les dents postérieures, hein, les molaires, eh bien, on a des proportions qui sont tout à fait celles qu'on a chez les Homo sapiens. La morphologie générale du maxillaire, vous voyez peut-être... Il me semble qu'on avait... Voilà. Non, c'est pas ça. Si. Voilà. Là, ici, je peux vous le montrer. Voilà. Voilà. Et ici, parce que c'est un petit peu difficile à voir, ici,
vous avez l'enracinement de la crête faciale, c'est-à-dire vous avez l'enracinement de l'os zygomatique qui part sur le côté du crâne. Et sa position, sa courbure sont vraiment typiques de ce qu'on a chez les Homo sapiens et ce qui est très différent de la morphologie néandertalienne. On l'a décrite avec cette face très gonflée, proéminente vers l'avant. Et bien, elle embarque aussi la région du zygomatique. Et donc, l'enracinement du zygomatique sur le maxillaire est très différent chez les néandertaliens et chez les Homo sapiens. Donc, même si ce maxillaire est un peu fragmentaire, il nous présente beaucoup de caractéristiques attribuables à Homo sapiens et notamment des caractéristiques dentaires. Alors, juste noter au passage que cette fois-ci, ce n'est pas une industrie du type Tabounse, c'est-à-dire le moustérien qu'on a décrit tout à l'heure, qui est associée. C'est une industrie un petit peu plus ancienne, celle qui a été appelée Taboundé, avec les lames dont on parlait tout à l'heure associées. Donc, ces Homo sapiens sont associés avec une culture, des comportements techniques qui sont un petit peu plus, un peu différents et donc un peu plus anciens que ce qu'on trouve à Cavzé, par exemple, et chez les Néandertaliens contemporains, où on a parlé ensemble plutôt des industries de type Taboun C ou Taboun B, d'ailleurs, là pour Cavzé. Alors, justement, ce site de Cavzé, Christophe l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'en effet, dans les années 87, tu disais exactement la publication, eh bien, dans la datation obtenue pour ces spécimens qui sont donc des Homo sapiens, elle a en effet fait débat parce que finalement, on n'attendait pas des Homo sapiens à une période aussi ancienne, donc autour de 90 000 ans, pour ce site de Cavzé. Mais on vous a mis deux crânes, Cavzé 6 et Cavzé 9, pour vous montrer qu'au sein de ce site de Cavzé, où il y a de très nombreux restes humains, il y a un minimum d'individus qui a été évalué à 28, eh bien, il y a une variabilité morphologique très importante. Vous pouvez l'observer en regardant ces deux crânes, notamment au niveau du torus, de la partie au-dessus des orbites, qui est beaucoup plus proéminente sur Cavzé 6, donc le crâne qui se situe à droite. Donc, il y a des discussions aussi pour voir si on est sur un seul ou même groupe. Aussi, il y a une évolution un peu locale et dans le temps au sein de ce site et des différents sites un peu contemporains au Levant pour cette période-là. Et puis, la dernière découverte, on l'a déjà évoquée tout à l'heure, c'est la calotte crânienne de Manotte, datée à 55 000 ans. Donc, il y a un écart dans le temps entre Mislia à 200 000, Cavzé à 90 000 et Manotte à 55 000, d'où l'idée qu'on peut avoir un peu différentes expansions et peut-être pour les sites de School ou de Cavzé, qui sont de la même période, une évolution un petit peu plus locale. Ce qui donne lieu à ce genre de présentation, je voulais vous montrer en fait cette synthèse-là, ce qui donne lieu en fait à ce type de synthèse avec une première, une expansion depuis l'Afrique, puisque vous savez que maintenant on a des sites à Homo sapiens assez anciens en Afrique et notamment en Afrique du Nord, au Maroc, à 300 000 ans. Et donc on aurait à ce moment-là Mislia qui, du coup, au Levant, s'intègre un peu dans ces peuplements anciens d'Homo sapiens. Ensuite, on aurait peut-être pour une évolution un peu plus locale, mais en tout cas, ou une deuxième expansion depuis l'Afrique, donc Cavzé, autour de 90 000 ans. Et puis, pardon, mais peut-être ça ne s'affiche pas. Non, alors on avait la troisième carte qui vous aurait présenté justement Manotte à 55 000 ans, avec à ce moment-là une autre expansion. Donc voilà un petit peu le schéma pour les Homo sapiens au Levant. 3 groupes à des périodes de temps un peu différentes, donc peut-être 3 vagues différentes. Du coup, je reviens juste rapidement sur les Néandertaliens qu'on n'a pas évoqués encore, avec les sites de Hamoud et Kebara, par exemple, autour de 60 000 ans. Kebara que vous connaissez parce qu'il y a une bonne partie du squelette qui est conservé, mais le crâne, en revanche, lui, n'a pas été mis au jour avec l'ensemble de ce spécimen. Mais vous pouvez regarder les mandibules, par exemple, et vous rendre compte, pour Hamoud, là, autant que Kebara, qu'on est sur cette morphologie qu'on a décrite tout à l'heure, plutôt néandertalienne. Je vous ai mis cette analyse des dents, et notamment de cette prémolaire là, de Hamoud, juste pour vous montrer que les choses ne sont pas si simples, parce que, par exemple, les caractéristiques dentaires d'Hamoud, qui est un néandertalien, par ailleurs, sur les caractères morphologiques du crâne, de cette face que vous voyez projetée vers l'avant, ces caractères dentaires tombent dans le nuage de points plutôt des Homo sapiens. Donc encore une fois, on a quand même une combinaison un petit peu de caractères. On a des néandertaliens, mais qui sont des néandertaliens avec une petite
une petite variante en fait. Voilà. Donc en résumé, et on l'a déjà vu en introduction, donc ça va aller vite, mais sur les Homo sapiens du Proche-Orient, finalement, on a pu rajouter Mislia autour de 200 000 ans, associé avec une industrie de moustériens anciens. On rajoute bien sûr toute cette petite population qui a cette combinaison de caractères archaïques et néandertaliens, donc appelée paléodème de Kezem Necher Ramla, que vous avez sur la droite, à laquelle cette petite population pourrait peut-être rattacher ces individus de Taboun dont on a parlé tout à l'heure, hein, ce crâne de Taboun C1, qui lui aussi, on le disait, est plutôt néandertalien, mais avec quand même un petit mélange de caractères. Et puis ces néandertaliens qu'on connaît à une époque un petit peu plus récente, donc autour de 60 000 ans pour Hamoud et Kebara. Donc du coup, ça vous montre qu'on a ces sapiens et ces néandertaliens à différents moments, et puis qu'il faut rajouter maintenant ce petit groupe qui vient d'être un petit peu identifié de Necher Ramla avec plutôt des caractères primitifs. Et si on fait le parallèle avec ce qu'on a en Europe, par exemple, on retrouvera tout à fait un petit groupe avec des caractères primitifs qui n'est pas encore franchement néandertalien, on pourrait dire, à la cône de l'Arago à Totavel, que vous connaissez bien, les sites de la Cima de los Huesos aussi, qui sont datés autour de 400 000 ans. Hein, donc on est sur la même période de temps. Donc là, on peut mettre en parallèle ce qu'on a au Levant et en Europe, avec un groupe, une petite population un petit peu primitive et pas encore totalement néandertalienne, même s'il y a des variations. On peut rajouter les sites de Montmorin, que pour certains, on est allé visiter, explorer ensemble récemment, parce que justement aussi la mandibule de Montmorin qui est conservée ici au Musée de l'Homme, elle n'est pas non plus strictement néandertalienne, pourtant on est sur une période de temps un petit peu plus récente. Donc ce petit groupe un petit peu archaïque et pas strictement néandertalien, on l'a au Levant et on l'a en Europe occidentale, à peu près sur la même période de temps. Après, en Europe occidentale, donc plutôt globalement d'ailleurs chez nous en France, on a quand même une bonne représentation des néandertaliens, et pour certains des néandertaliens bien typiquement néandertaliens, qui sont donc pour certains assez anciens, notamment si on parle d'Europe occidentale au sens large, on a ceux de Krapina à 120 000 ans, ceux de la Chaise en Charente par exemple. Donc là, vous voyez qu'à 120 000 ans, on a déjà des néandertaliens bien caractérisés, ce qui n'est pas le cas tout à fait ici au Levant, puisque les néandertaliens, on les a placés, vous voyez, plutôt autour de 60 000 ans. Donc il est encore possible d'envisager peut-être que cette origine des néandertaliens au Levant, elle soit à trouver en Europe et en Europe occidentale, hein, puisqu'on a ici un hiatus, alors à moins que les découvertes à venir ne comblent ce hiatus, mais c'est tout à fait envisageable de penser que ces néandertaliens viennent de l'ouest et vont vers l'est. Et c'est sans doute pour ça aussi que les caractéristiques morphologiques qu'on observe à l'est, comme sur Hamoud et Kebara, sont un petit peu moins typiques. Ça peut être ça l'explication, ou alors ça peut être aussi toujours finalement une espèce d'hybridation locale, l'évolution locale sur place de ces populations. Quant aux Homo sapiens, alors là, avec l'Europe de l'Ouest, on ne peut pas rivaliser, parce que les Homo sapiens chez nous, vous savez, arrivent très tardivement, hein, autour de 35-40 000 ans. Donc en fait, là, c'est vraiment au Levant avec cette longue séquence à partir de 200 000 ans. Même si on l'a vu, ce n'est pas une séquence continue, parce que peut-être qu'il y a différentes arrivées, expansions, ou peut-être qu'il y a un petit peu de brassage génétique local, hein, mais on a quand même à partir de 200 000 ans des représentants de la lignée Sapiens, et jusqu'à Manotte, autour de 55 000 ans. Manotte qui est assez en lien avec les Homo sapiens d'Europe occidentale. Donc là, pour le coup, on pourrait envisager peut-être le mouvement dans l'autre sens, de l'Est vers l'Ouest, de ces sapiens donc, qui viennent du Levant et qui mettent un petit peu de temps à arriver jusqu'à chez nous. Donc c'était le grand chassé-croisé, et je conclurai là-dessus. Merci pour votre attention. Oui, comment est-ce qu'on pourrait expliquer que le moustérien ait été présent en Afrique du Nord et en Europe avant d'être présent au Moyen-Orient? Alors en Afrique du Nord, on a au moins Djebel Irhoud à 300. En France, on a au moins les Fieux à 340. Ou 325, peut-être. Il y a un autre site à 340. Et au Moyen-Orient, au Proche-Orient, le moustérien n'apparaîtrait, selon Hershkovitz, qu'à 250, alors que le Proche-Orient est censé être la voie de passage entre Afrique et Europe. Comment explique-t-on que le moustérien n'apparaisse au Proche-Orient que plus tard qu'en Europe et qu'en Afrique? Oui, les datations restent des datations. Par conséquent, il y a toujours des fourchettes
dans lesquels... Vous m'entendez là? Ah voilà. Il y a toujours des fourchettes dans lesquelles on essaye de mettre les sites. Bon, les Fieux, je suis quand même surpris d'entendre des dates aussi vieilles que vous le prétendez. Hein, mais bon. Vous avez 2 sites en France, 325, 340. On a les 2 et les Fieux. Bon, peut-être, mais les Fieux. Voilà. Bon, bah, le moustérien apparaît. On ne sait pas quand est-ce qu'il apparaît. Oui, enfin, je sais pas. Je sais pas, mais au Proche-Orient, on a l'acheléo-yabroudien, qui est une entité culturelle qui est maintenant relativement bien définie entre 200 000 et 400 000 ans, et qui est postérieure à l'acheléen au sens propre, j'allais dire au sens du terme, et qui est antérieure à ce qu'on appelle le moustérien au sens large. Donc on est loin. D'ailleurs, Necher en est une preuve, puisque les hommes de Necher ont construit des outils qui ne sont ni néandertaliens ni sapiens. D'accord? Donc on est dans l'établissement d'un cadre chronologique dans lequel on va mettre du comportement et du climatique. Pour l'instant, rien n'est fait. Merci de votre conférence à tous les deux. À tous les quatre. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jean-Jacques Hublin qui dit que la mandibule de Necher-Ramla pourrait être comparée à des fossiles chinois dénisoviens? Donc est-ce que cette mandibule se rapprocherait un peu de l'homme de Denisova? J'ai une deuxième question. Est-ce que de l'ADN est exploitable? Il paraîtrait que non. Mais est-ce qu'il y aurait des protéines exploitables? Merci beaucoup. Ben justement, comme vous le soulignez, les Denisoviens, ils ont été définis sur la base moléculaire, en fait. Et on essaie maintenant de leur raccrocher une morphologie, dont la mandibule de Xiae, par exemple. Donc, moi, ça me semble un petit peu... Enfin, c'est pas confortable de travailler sur ce sujet-là. Ça l'est beaucoup plus si on a des données de l'ADN ancien. Donc, si on avait de l'ADN ancien pour Necher, on pourrait régler la question au niveau moléculaire, en fait. Parce qu'au niveau morphologique, je trouve que c'est un petit peu compliqué, sachant qu'on a relié l'un à l'autre. Voilà. Donc, bon, il y a ça d'abord. Et puis ensuite, je pense qu'on est quand même un petit peu sur la même idée. C'est-à-dire que ces Denisoviens, voilà, ils sont pas non plus... Enfin, ils sont un peu différents des Néandertaliens. Necher-Ramla est un peu différent des Néandertaliens. La mandibule de Montmorin est différente des Néandertaliens. Donc, un petit peu dans ces différents endroits, finalement, on se retrouve avec ces groupes humains, avec des combinaisons de caractères, et qui ne sont pas encore totalement, strictement, pleinement, on pourrait dire, néandertaliens. Donc, en fait, on pourrait utiliser le terme des Denisoviens pour caractériser ces populations un peu au sens large qui présentent cette combinaison de caractères. Je rajoute que entre les Denisoviens et les Néandertaliens, il y a un ancêtre commun qui est très mal daté, mais qui peut arriver jusqu'à 600 000 ans. Ça, c'est la génétique qui le dit. Donc, pour l'instant... Et deuxièmement, ce que je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Amélie, c'est que Necher-Ramla est un site de plein air. Et que par conséquent, trouver des protéines ou du collagène dans des ossements, ça paraît difficile. Mais je pense que s'il y en avait, nos collègues israéliens auraient déjà fait quelque chose. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'ils jouent un peu de malchance parce que là, c'est un site de plein air. Et dans les autres cas, Sroul, par exemple, c'est très bréchifié. Donc en fait, dans les deux situations, les aimants peuvent être conservés, mais la matière organique ne l'est pas. Donc en effet, à partir de là, on est un petit peu bloqué pour répondre. Ouais. J'aimerais savoir à quoi sert le menton.
Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que il y a un lien entre l'apparition du menton et les traces qu'on trouve sur le... Je ne sais pas comment ça se dit, hein, qu'on trouve sur le sommet du crâne. Oui. Alors, merci pour vos questions impertinentes. Je n'en attendais pas moins de vous. Un peu quand même. Non. Et donc, du coup, non, moi, je pense qu'en effet, globalement, le menton en lui-même, c'est la résultante de toute une architecture crânio-faciale des Homo sapiens. Donc, en fait, c'est la résultante de processus qui sont au cours de l'évolution, l'accroissement du volume du cerveau et la gracilisation générale du crâne et de la face. Et donc l'ensemble fait que, vous savez, le cerveau va s'enrouler, va basculer vers le bas, vers l'avant. Et donc ce changement de forme de crâne, chez les Homo erectus, vous savez que les crânes sont plats et allongés. Chez nous, c'est l'inverse. Ils sont assez courts et assez hauts. Et donc ce changement de conformation générale a pour résultante finalement cette petite proéminence au niveau du menton. Moi je le vois un peu de façon architectonique, si on peut dire, biomécanique, voilà, c'est la raison principale. Donc du coup ça peut être un petit peu lié avec les empreintes méningées parce que finalement c'est lié aussi à ce développement du cerveau et chez ces sapiens à ce développement du réseau méningé moyen qui est plus important. Donc c'est pas directement lié, mais il y a quand même ça fait référence au même grand processus de changement qu'on voit au cours de l'évolution. Dominique et Olivier ont acquiescé, je crois. Qui ne dit mot consent. Françoise, on va te redonner le micro d'abord. Bon, ma question est idiote, hein, je le sais. C'est que si on a un menton, est-ce que c'est lié à l'alimentation? À quoi ça sert ce menton-là? Oui, il faut mâcher plus fort, moins fort? Peut-être le souci, c'est qu'il y a eu énormément d'études sur le menton, y compris des études embryologiques, bien sûr, pour comprendre sa mise en place, etc. Mais on n'a pas une réponse unique parce qu'en fait, c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a différents facteurs qui jouent et on ne sait pas lequel joue le plus sur la mise en place de ce menton. C'est pour ça que je vous parle de grands processus généraux d'évolution qui sont quand même majeurs, qui sont quand même ceux qui vont donner notre conformation, notre face, au lieu d'être placée devant le crâne chez les hominines anciens, très développée et placée devant le crâne, elle va se réduire, se graciliser tellement qu'elle vient se placer sous les lobes frontaux qui, eux, se développent beaucoup. La taille de notre face, elle est ridicule. C'est d'ailleurs pour ça que le fossile de Mislia, j'ai eu la chance de l'examiner un petit peu. Et il est tout petit, il est de dimension très réduite, c'est une face très très gracile. Justement, c'est un Homo sapiens. Donc l'évolution, j'allais dire, elle est un peu spectaculaire au sein du genre Homo en termes de développement du cerveau et de réajustement, de réaménagement, si je puis dire, de la face qui va se placer sous les lobes frontaux, qui va réduire énormément en dimension. Donc voilà, c'est un ensemble de phénomènes. Évidemment, l'alimentation joue un rôle là-dedans, bien sûr. Il faut rajouter aussi qu'au Proche-Orient, entre 100 000 et 150 000 ans, il y a 3 espèces. Il y a des Néandertaliens, il y a des Homo sapiens, et puis il y a Necher Ramla. Donc, voilà. Oui, on n'est pas à l'abri que ça se soit un peu croisé, intimement. Mais c'est difficile encore une fois, ça revient à la question de Jean-Louis, parce que c'est difficile de le déterminer, de le diagnostiquer sur la morphologie externe. C'est plus confortable de le faire éventuellement, enfin ces histoires d'hybridation, j'entends entre populations, sur les données de l'ADN ancien. Voilà, mais comme là, elles ne sont pas disponibles, on est un peu bloqué. Mais c'est vrai que quand on voit cette rétrospective, que tout ça se tient dans un mouchoir de poche géographique et chronologique, forcément, entre ces populations, plus les comportements techniques qui sont communs entre certains groupes, forcément, les contacts étaient très étroits. Et c'est vrai que c'est du coup l'idée que ce levant, ce petit corridor levantin, c'est une espèce de laboratoire d'évolution locale, plus l'ouverture sur les flux extérieurs et la dispersion vers l'Europe. Parce que passage obligé quand même, évidemment, en sortant d'Afrique. C'est le seul couloir terrestre
C'est le seul couloir terrestre qui relie l'Afrique à l'Eurasie. Autre question. Bonjour. Pour le squelette de Kebara, vous avez parlé de ce squelette au féminin. C'est sur vous avez dit elle à un moment. Enfin, est-ce que c'est sur la morphologie du bassin ou sur de l'ADN ? Merci beaucoup. Non, c'est vrai pour votre question. Je ne me souviens pas avoir dit elle, mais c'est possible. En effet, comme vous avez à l'écran le squelette, ce qui fonctionne le mieux, parce que là non plus on n'a pas d'ADN, c'est le bassin. Et là, il est assez bien conservé, on pourrait dire. Mais je crois qu'on a une chance sur deux et qu'il y a peut-être autant d'études qui ont prouvé que c'était un individu masculin que féminin. Voilà. Mais on est en capacité de déterminer le sexe sur ce genre d'individu. Mais après, dans le détail, ou parce qu'il y a des petites déformations, ou parce que c'est un peu fragmentaire, on n'arrive pas à conclure de façon définitive. Mais vous avez raison, hein, c'est le meilleur indicateur pour déterminer, dans de bonnes conditions, ça fonctionne bien pour déterminer le sexe de ces individus. Il y avait une dernière question. Mais le micro arrive, monsieur, s'il vous plaît. Ludovic Slimak a trouvé à la grotte Mandrin des vestiges de sapiens datés de 54 000 ans, associés à une industrie qu'il a rapprochée de celle du Proche-Orient, lémyrien, je crois, peut-être lamarien, vous préciserez. Donc 54 000 ans en France. Est-ce qu'on a une chance de trouver cette industrie à une datation comparable au Proche-Orient? Parce que lémyrien, jusqu'à présent, au Proche-Orient, il est plus tardif que celui qu'on a en France. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver de lémyrien plus tardif que celui de la grotte Mandrin au Proche-Orient? Oui, non, c'est très intéressant ce travail parce que justement, ça fait le lien avec Manotte, puisqu'on est à 55 000 ans, Homo sapiens. Et puis, l'amarien dont vous parlez, c'est donc l'industrie de Manotte. Hein. Et alors, l'amarien, en tout cas, oui, là, je voulais vous dire, il y a le site de Xarakil, qui est en fait l'élément, dans l'argumentation de Ludovic Slimak, Xarakil joue un rôle important, parce que c'est les petites pointes qu'il observe à Xarakil qu'il retrouve à la Baume Mandrin. Voilà, c'est comme ça qu'il construit le lien. Donc il établit le lien avec le Proche-Orient, lui. Alors en chronologie, je ne sais pas exactement ce que ça donne, mais en tout cas, ça nous ferait une incursion sapiens qui serait contemporaine de celle de Manotte. La petite réserve que j'émettrais, c'est que cette incursion sapiens, elle est attestée uniquement sur des dents de lait d'enfant. Enfin, des dents de lait, d'ailleurs. Il a l'industrie, mais ce qui attribue cette industrie à Homo sapiens, c'est une dent de lait un peu fragmentaire sur laquelle ils ont fait de très belles analyses poussées à 150%, et ils ont conclu à de l'Homo sapiens. Mais voilà, moi j'émets quelques réserves quand même sur l'attribution stricte à Homo sapiens, parce que ça ne repose que sur cette attribution de cette petite dent de lait fragmentaire. C'est la dernière question, pas d'autres? Moi, je fais juste une toute petite question à Christophe avant qu'on ne se sépare. De quand date la géochronologie? Les appareils dont tu as parlé, thermoluminescence, spectrographie de masse, si je me souviens bien, datent de quelle époque et quand a-t-on commencé à les appliquer à la préhistoire? Ouais, ça, c'est une question vaste. Hein. Faudrait... Non, ouais, carrément, oui, mais je dirais que... En quelques mots pour... Alors, dans les années 70, il y a eu des datations qui ont été faites sur les sites africains et qui ont d'ailleurs des sites qui ont livré Lucie, et que l'argon, argon et toutes les familles du potassium-argon ont permis de dater assez précisément à 3 200 000 ans. Donc ça, c'était au cours des années 70. Et puis en 81, il y a eu un colloque qui a été organisé par le professeur de Lumley à Totavel, qui a réuni
tous les laboratoires de physique qui utilisaient des méthodes, et il a distribué des échantillons de l'Arago, donc, qui ont été datés par les différents laboratoires dans le monde. Et c'est à l'origine d'un beau débat scientifique, puisque personne n'était d'accord au début. C'est-à-dire que les physiciens étaient sûrs de leur fait et de leur méthode, mais ils avaient oublié une chose, c'est que chaque échantillon a sa propre histoire. Et donc qu'il fallait travailler en collaboration étroite avec les préhistoriens. Donc ça a été une étape importante pour le développement des méthodes de datation qui, par la suite, à partir des années 80, ont commencé à se développer. Alors, je ne parle pas du radiocarbone. Le radiocarbone a été créé au moment où les Américains travaillaient énormément sur le nucléaire. Et à un moment donné, ils ont décidé de trouver une application du nucléaire qui était pacifique, je dirais. Et c'est comme ça que M. Libby, qui travaillait sur le projet Manhattan et qui travaillait sur le refroidissement de gros appareils nucléaires, a développé cette méthode. Et il a eu le prix Nobel de physique et de physique, oui, en 62. Et à partir de là, les méthodes de datation ont commencé à se développer. Voilà, mais je pourrais en parler plus longtemps. C'est un autre sujet. Merci beaucoup. Notre interlocuteur favori, allez-y. Merci. Sur Homo rhodesiensis, je vois aujourd'hui en deux écoles. L'école Hublin et Hall qui rapproche rhodesiensis de heidelbergensis, qui considère maintenant que rhodesiensis, ce serait des immigrés heidelbergensis revenus en Afrique. Et puis il y a l'école Balzo, dans son dernier bouquin, qui est sorti il y a un mois ou deux, qui dit non, rhodesiensis, ça existe, ce sont les ancêtres probables de Sapiens en Afrique. Quelle est la théorie Vialet, Grimaud-Hervé sur rhodesiensis entre Hublin et Balzo et tous ceux qui sont d'accord avec l'un ou l'autre? Et une subsidiaire, où est-ce que vous mettez Tigénif, qui, à part dans Mauritanicus? Alors Tigénif, il date d'1 million d'années. Les mandibules présentent des caractères archaïques, plésiomorphes, donc plutôt Homo erectus. Mais par contre, sur le pariétal, effectivement, la vascularisation est plutôt moderne. Et donc, ça serait peut-être effectivement la mise en place d'un premier caractère sapiens, hein, puisque... Oui, il y a 3 mandibules et un pariétal. Et donc, ce pariétal, sur la face externe, est très archaïque, mais sur la face interne, il y a un caractère moderne qui est en place, donc à 1 million d'années. Donc, entre 1 million d'années et les suivants, environ 600 000 ans, après 300 000 ans, donc avec le fameux crâne de Kabwe-Brokenhill. Donc, effectivement, à un moment donné, il y avait donc 2 groupes. Les Homo heidelbergensis qui étaient plutôt localisés, enfin classifiés en Europe, et les rhodesiensis en Afrique. Les Américains, quant à eux, mettaient tout ça dans le même groupe, donc heidelbergensis, que ce soit en Europe ou en Afrique. Mais moi, je penche carrément pour... enfin, c'est pas Antoine Balzo qui l'a décidé, enfin qui... À cause de son bouquin, oui. Donc, effectivement, le crâne de Kabwe montre de nombreux caractères sapiens. Et donc, effectivement, Amélie et moi, comme Antoine, on pense que c'est à l'origine des Homo sapiens, alors que les heidelbergensis d'Europe présentent des caractères néandertaliens. Et en ce qui nous concerne toujours, on pense qu'ils sont à l'origine des néandertaliens en Europe. D'un point de vue de la datation, Kabwe et Jebel Irhoud sont contemporains. Merci beaucoup à nos intervenants. Vous avez appris beaucoup de choses et aussi que les travaux du musée de la Marine. Donc, Totavel a joué